السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي القناة، مرحبا بكم. إذا تنشكركم على الحضور ديالكم. كنا انتظرنا في الحقيقة دكتور ويحمان يدخل. كما الحلقة اللي فاتت كاينة واحد مجموعة ديال العراقيل اللي هي يعني كبيرة بزاف، فنتمنوا أنه يلتحق بنا في انتظار أنه يلتحق بنا. غادي نبداو إن شاء الله الحلقة ديالنا اللي كما وعدتكم معنا اليوم الدكتور جاكوب كوين، ولد مكناس ديالنا من مدينتي، مغربي اصيل اللي عنده غير على المغرب، اللي عنده واحد الرؤيه اخرى. دونك bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Ce soir sur le plateau, pour la première fois, j'ai l'honneur de recevoir Dr Cohen. Dr Cohen, quelqu'un de chez moi, de ma ville, de Meknes. مرحبا بك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. Je sais que ça ne va pas être facile qu'on parle la Darija sur toute la ligne, mais on va donner de temps en temps on va se débrouiller وغادي نشرحوا غادي نديروا الترجمه، ما كاين حتى مشكل. Donc Dr Cohen, tout le monde vous attendait sur sa chaîne et vous êtes trop bien apprécié parmi nos intellectuels en tant que Marocain, en tant que Juif, notre frère qui est loin d'être un sioniste, parce que les Marocains ne font pas la différence aujourd'hui entre le sionisme et l'hébraïsme. Un juif et un sioniste, pour eux, c'est la même chose. Ils sont en train de les duper, de les mener en bateau en leur faisant comprendre que le sionisme, c'est les juifs, et peut-être que demain, ils vont mélanger l'antisémitisme avec l'antisionisme. Et ça risque d'être une grande catastrophe pour le peuple marocain qui va se réveiller avec des lois qu'il ne comprendra pas et qui va être vraiment submergé dans l'abîme de cette histoire-là. Donc, moi, je suis très content de vous avoir, enfant de Meknes comme moi, et nous vous avons attendu si longtemps. Donc, Dr Cohen, voilà, Dr Wihman qui nous rejoint, c'est un plaisir doublé. Dr Wihman, salam alaikum. أهلا. عليكم السلام يا أهلا وسهلا. توحشناك يا سيدي هذا الغبور. بديتوا ولا مازال؟ لا رحنا دابا بادين معليش، رحنا مع خوتنا مع احبابنا. تفضل، ما كاين مشكل. اهلا. هذه سعاده كبيره انني نكون مع صديقي العزيز اللي توحشته كثيرا، الاخ يعقوب كوهين. وتحيه للمشاهدات والمشاهدين الكرام. الحقيقه ما كنتش عوال نكون انا على اساس ان الحلقه ديال يعقوب، لكن سي معطاوي ألح أنني نبان معكم، فبكل سرور. أكيد إذا كان فيما أن نفيد فيه أهلا وسهلا. تحية بايعقوب، أهلا وسهلا. عندك بلاصتك دائما، وضروري ما تكون معنا، وما يمكنش يكون معنا دكتور جاكوب كوين وما تكونش نتايا. فهذه فرحة كبيرة جمعوا فيها مغاربة مسلمين، مغربي يهودي، هذيك بلادنا كاملين. المشكل ديالنا هو الصهيونيه، وهذا هو علاش حنا مجموعين، باش على الاقل كاينين دوك المغاربه اللي هما متصهينين اكثر من الصهيونيه، غادي يشوفوا الدكتور كوين شنو تيقول، باش اون بو با اتر بلو روياليست كو لو روا. دكتور ويحمان، انت غادي تكون عندك واحد لاطاش داج على خاطرك، مره غادي دير لنا ترجمه للشيء اللي كيقولوا دكتور كوين، لانه هو بالفرنساويه غادي يكون سهل عليه باش يمشي معنا في هذه الحلقه هذه. اذا مرحبا بكم، هذه حلقه كبيره ان شاء الله اليوم. نتمنى انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق، ما غاديش يكون عندي الوقت باش نكتب لكم بارطاجيو، الله يخليكم. كتقطع الصوت. شنو هي لاطاج ديالك؟ مره غادي تترجم ما يقوله دكتور كوهين دو طون زون طون، غير بتلخيص. شكرا لك. Donc, Dr Cohen, vous avez écrit des romans qui sont époustouflants, que j'ai lus avec une voracité inégalée, en l'occurrence La mainmise du Mossad sur Tinrir. Pouvez-vous nous dire dans quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à écrire ce roman de La mainmise du Mossad sur Tinrir? C'est le voyage que j'ai fait avec Wihman et Aziz Hanawi. On était allé il y a à peu près 2 ans et demi, juste un petit peu avant le Covid.
on a été dans le sud, dans cette région, et on s'est baladé. Bon, et donc j'ai vu un peu l'atmosphère. Et ben, ils m'ont dit, est-ce que tu peux écrire quelque chose dessus comme ça? Et moi, je m'exprime mieux par le roman, parce que j'aime créer une atmosphère, parce que les faits, c'est très difficile de donner des faits exacts tout le temps. Il faut avoir les renseignements, etc. Et donc, on m'a donné quelques informations sur une palmeraie, sur Tenerife. Le reste, j'ai essayé d'inventer un climat, j'ai essayé d'inventer des personnages. Et ce que j'ai coutume de dire, si ce n'est pas réel, mais en tout cas, c'est très réaliste. Voilà. Et donc, j'ai imaginé de quelle manière les sionistes s'infiltrent dans le territoire pour le contrôler et pour pousser certains de leurs objectifs. Et sous couvert, parce qu'en général, les sionistes avancent masqués, c'est-à-dire ils viennent avec des prétextes culturels, civilisationnels, religieux, mais jamais militaires. Ils viennent avec de très bonnes intentions. On va s'entendre, on va développer la langue, on va développer l'histoire. Mais en fait, derrière ces beaux principes, il y a la mainmise et la recherche des moyens de peser sur la région. Voilà. D'accord. Très, très bien. Donc, je vais prendre une petite seconde. Dr Wehman est en train de revenir avec nous. J'espère qu'il va être là. إذا دكتور جاكوب بوين السؤال الأول اللي سولته عليه هو الكتاب اللي دار نتاع اليد، وضع اليد على تنغير واليد المصاد على تنغير. فهو تيفضل يكتب وتيفضل تكون عنده يعني الكتابة والرواية باش يعبر على هذه الأمور هذه، واكتشف بأن المصاد والصهاينة كيدخلوا للمغرب بقناع، مقنعين، يعني دايرين واحد الماسك، يعني كيجيوك من ناحية التنويع الثقافي، كيجيوك من ناحية التنمية، كيجيوك من نواحي كبيرة، ما كيجيوكش عسكريا حتى كيتمكنوا عاد يمكن لهم يخدموا. إذن هذه هي الفكرة اللي كيخصها توصل لكم. C'était après le voyage qu'on a fait avec toi et Aziz. C'est ce voyage qui m'a donné l'idée d'écrire sur Tenerife. Voilà. D'accord. Docteur Cohen, vous avez averti. Oui, تفضل. تفضل دكتور وحمان. إذا صديق كيتقطع لي لينا راه بلوكاوني، انا دخلت من التليفون ديال كوم دابيتود بحال كوم دابيتود، راحنا عارفين ما غاديش بلوكاوني. على كل حال بالنسبه للاخوه اللي كيستمعوا، يعقوب تيعطي السياق فاش جات هذه الروايه ديالو المصاد يضع يده على تنغير، وتيقول بانه استوحاها من جوله قام بها الجنوب الشرقي للمغرب مع رئيس المرصد المغربي لمناهضه التطبيع والكاتب العام للمرصد ويحمان وعزيز هناوي. وملي شاف المنطقه وكان زار المنطقه بمناسبه محاكمه صديقه رئيس المرصد، وحضر الجلسه في المحكمه وتم التكريم ديالو في المقر ديال حركه التوحيد والاصلاح، وهو اليساري المعروف والحقوقي المعروف. فكان فعلا الصوره ديال المغرب الحقيقي الاصيل، فاش كيتلاقى اليساري مع الاسلامي، الشلح مع الاصل يهودي، رغم ان هذا الشيء كله الاعتبارات ما كتعني يعقوب ولا كتعني لنا كثيرا من الامور في الحقيقه. انا بالنسبه لي مثلا كنشوف يعقوب اقرب لي في الحميميه والصداقه اللي بيني وبينه من عدد من الناس اللي يقولوا بانهم راه مسلمين ولا ما مسلمين ولا عرب ولا شلح ولا. بالنسبه لي انا البعد الانساني هو اهم شيء، وطبعا الارتباط والعمق الانساني هو. فيعقوب تيهضر على لو كونتكست، على السياق اللي جات فيه هذه الروايه ديالو، وانه استوحاها من هذيك الجوله اللي قمنا بها بالمناسبه ديال حضوره التضامن مع رئيس المرصد في المحاكمه ديالو. نعم. اذا
سؤال ثاني deuxième question docteur Cohen s'il vous plaît. Vous avez averti les Amazirs d'éviter de tomber dans les escarcelles du Mossad. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ça? C'est-à-dire qu'en fait, quand les sionistes interviennent au Maroc, quels sont les points faibles sur lesquels il peut peser? Il y a effectivement des zones autonomistes. C'est-à-dire, les Berbères, effectivement, les Amazighs ont été longtemps considérés ou traités comme des citoyens de seconde zone. En tout cas, leur culture n'a pas été reconnue. Disons que le Maroc a été, le Marzen a été, comment dire, la chasse gardée des faciles. Bon, et donc, quand le Mossad va arriver, quand les sionistes vont arriver, ils vont dire aux Amazighs, vous savez, vous avez une grande culture, on va vous aider à améliorer votre culture, votre histoire, et même vous avez des origines peut-être juives qu'il faut peut-être retrouver. Et donc, ils vont caresser les Amazighs dans le sens du poil, c'est-à-dire ils vont leur dire vous avez été exploité, nous allons vous aider à retrouver votre dignité, votre personnalité, on va vous aider à la développer. Et petit à petit, ça va se faire au détriment de l'unité nationale. C'est-à-dire, ils vont essayer de développer le sentiment d'amazirité des populations, non pas dans un sens uniquement culturel, civilisationnel, mais par opposition. Ils peuvent même leur faire miroiter les avantages d'une zone autonome ou indépendante, avec éventuellement, parce qu'il y aura peut-être des gens qui voudront avoir du pouvoir. Donc, ils vont leur dire, on peut vous aider éventuellement à avoir un pays indépendant, avec beaucoup de... On vous aidera, etc. Et donc, le piège, moi j'ai vu ça même avec les Amazighs algériens, qui ont été invités par la franc-maçonnerie juive à Paris, le Bnei Brit. Donc, ils ont été invités parce qu'on leur a tenu ce discours-là. On leur a dit, voilà, on comprend, vous savez, nous les sionistes, nous comprenons le combat des peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur dignité, pour leur personnalité, et nous vous aiderons dans ce domaine. Et donc, le risque, moi je dis, faites attention, le sionisme est l'ennemi de tous les Arabes, sans distinction de langue, sans distinction d'ethnie, sans distinction de région. Il méprise autant les Berbères, les Arabes, l'Arabie, les Fouassins et tous. Et donc, quand ils se mettent à vouloir aider une partie, c'est toujours avec une arrière-pensée. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit que le sionisme ne cherchera jamais l'intérêt des Arabes, quels qu'ils soient. Quand je dis Arabes, j'inclus toutes les populations de toutes origines, ou si vous voulez, les Maghrébins. Voilà. Et donc, je les mets en garde de ne pas entendre, écouter les sirènes du sionisme, comme malheureusement certains sont prêts à succomber. Non. Donc, en attendant, le docteur Wihman est de retour avec nous. دونك السؤال ديالي كان دكتور كوهين علاش نبه الامازيغ باش ما يطيحوش في الفخ ديال الصهاينه. جاوبنا وقال بانه نبههم لان الصهاينه تيكرهوا كما العرب كما. نعم دكتور وحمان راك معنا؟ دكتور وحمان لا vous êtes là? Vous m'écoutez كتسمعوني؟ Oui, oui. كنسمعوك دابا مزيان. اوكي كتسمعوني دابا؟ نعم. طيب بيان. اذا يعقوب كوهين يعقوب كيجاوب على السؤال اللي طرحه عليه السي المعطاوي على التحذير ديالو الامازيغ
وخصوصا الشباب منهم خصوصا في الجنوب الشرقي، انهم غادي يكونوا فريسه ديال الصهاينه اللي غادي تيقولوا لهم وتيعاودوا لهم بانكم مقموعين والثقافه ديالكم يعني مهمشه. وكاين جانب من هذا الشيء موجود ليه، ولكن كيبغيو يركبوا عليه، وان عندكم اصول يهوديه، وبالتالي من مصلحتكم تدافعوا على الخصوصيه ديالكم بالارتباط معنا وبالارتباط مع الصهاينه والموساد الى اخره. فتيقول يعقوب بانه تابع هذا الموضوع وكيحذر الشباب الامازيغي باش ما يطيحش فريسه ديال الفخاخ ديال لارناك وديال الاحتيال ديال الصهاينه وديال الموساد اللي عندهم هما استراتيجيه في المغرب، واللي لا علاقه لها لا بالعرب ولا بامازيغ، لانهم كما كيقول دائما في شحال من مناسبه الصهاينه ما كيحملوا لا العرب لا امازيغ لا المسلمين، ما كيحملوا حتى واحد الا انفسهم. نعم تفضل. شكرا لك. Docteur Cohen, quelle est votre évaluation du conflit arabo-sioniste dans le cadre de la cause palestinienne? Je trouve que, comment dire, le monde arabe est dans un triste état. Depuis, mettons au moins depuis 30 ans, le monde arabe se délite. C'est-à-dire quand on a connu les ambitions du monde arabe dans les années 50 et 60 post-indépendance et les guerres qu'ils ont menées, quelle que soit l'issue, mais en tout cas, ils ont mené des combats pour leur dignité, pour leur unité, pour leur indépendance. Et malheureusement, à partir des années 80, le monde arabe, d'abord parce qu'il était divisé, deuxièmement parce qu'il a subi des défaites terribles, parce qu'il a perdu des territoires, et parce que les Palestiniens, malheureusement, quand je parle des Palestiniens, les dirigeants palestiniens, notamment l'autorité palestinienne, malheureusement, ont accepté de collaborer avec les sionistes et donc de se soumettre à leur volonté et de voir petit à petit leur existence se réduire, se faire au détriment de l'expansion sioniste en Cisjordanie, avec la bénédiction de l'autorité palestinienne. Je rappelle un fait important, que lorsque les Palestiniens ont signé les accords d'Oslo, les Palestiniens, en tout cas Yasser Arafat, a accordé 60% de la Cisjordanie, a donné à Israël la souveraineté totale, absolue et exclusive de 60% de la Cisjordanie qu'on appelle la zone C aux Israéliens, ce qui a permis à Israël de construire 5 ou 6 villes de plus de 50 000 habitants dans ces territoires. Ça veut dire qu'il y a à peu près 400 000 colons qui vivent dans des grandes villes, et on voit mal comment imaginer que les Israéliens retirent ces populations. C'est impossible. C'est-à-dire que malheureusement, ce que je vois depuis 30 ans, c'est que le monde arabe divisé, affaibli, martyrisé, comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie, se soumet petit à petit au diktat sioniste. C'est-à-dire des pays acceptent de faire la paix séparée, d'autres pays acceptent de collaborer d'une façon ou d'une autre, même s'ils n'ont pas des relations diplomatiques. Et donc le monde arabe n'oppose plus quasiment aucune résistance au sionisme. C'est-à-dire, le sionisme aujourd'hui me paraît être très fort. Il est installé, il est dominateur, il impose sa loi, il impose la solution qui lui convient en matière de territoire, en matière sur Al-Quds, sur le Golan et sur la Cisjordanie. Et malheureusement, je ne vois pas ce qui pourra changer les choses à moyen
à moyen terme, à court terme ou à moyen terme. À moins que, par exemple, si les États-Unis subissent une défaite contre vis-à-vis de la Russie, sur le dollar, etc. Mais ce que je vois jusqu'à présent, c'est un renforcement de la position sioniste et que la majorité, ou sinon presque tous les nations, quand les gouvernements arabes acceptent cet état de fait et même les Palestiniens, c'est ça le drame. C'est-à-dire, on ne peut pas demander, tout à l'heure on a utilisé l'expression, plus royaliste que le roi. On ne peut pas demander aux États arabes d'être plus royalistes que le roi, d'être plus antisionistes que les Palestiniens. Or, les Palestiniens se sont ont cru pouvoir avoir un État à côté d'Israël, vivant en paix et en sécurité. C'est une illusion terrible. Depuis 30 ans, le sioniste grignote ce qui reste de la Palestine. Le peuple palestinien est mis sous surveillance. C'est une réserve de main-d'œuvre et l'autorité palestinienne collabore totalement avec l'occupant sioniste pour détruire toute opposition véritable. Moi, voilà le tableau tel qu'il me paraît actuellement. Merci beaucoup, Dr. Cohen. Dr. Wayhman, شي تلخيص الجواب؟ نعم. شي تلخيص الجواب؟ يعقوب الكلام كيتقطع وما سمعتش السؤال، ولكن الملخص ديال شنو سمعته من الجواب ديال يعقوب هو انه تيهضر على الوضع العربي المنقسم منذ عقود، خصوصا هاد 30 سنه الاخيره، واللي استغلتها الكيان الصهيوني ومدعومه من الولايات المتحده الامريكيه والغرب باش غادي يفرضوا امر واقع على الفلسطينيين وعلى العرب من حيث يعني اوفاق اوسلو، بحيث انه استغلت اسرائيل الفرصه واستولت على حوالي 60% من المساحه ديال الضفه الغربيه واقامت عليها مستوطنات، حتى ان حوالي 400 الف مستوطن ولاو فيها وبناو 4 و5 أو 6 ديال المدن ديال 50 الف نسمه ويزيد بالمستوطنات والمستعمرات اللي بناو في غير من اوسلو لهذا الجي، بحيث انهم فرضوا امر واقع ولا صعيب على انهم يعني يتجاوزوه، وهكذا كيفرضوا على فلسطين وعلى العرب واحد الواقع اللي صعيب يخرجوا منه الى بقات المبادره والخيار لاسرائيل. وسجل على ان الافظع من هذا الشيء كله هو ان حتى الفلسطينيين كيقصد السلطه وخصوصا السلطه الوطنيه الفلسطينيه ديال محمود عباس ابو مازن قبلوا هذا الوضع وقبلوا انهم ياخذوا هذا الفتات، وتيقول بان كل ما قيل وكل ما تم الاتفاق عليه في اوسلو هو وهم فظيع تيريبل، بحيث انه يعني اللي كيصدق ما قيل في اوسلو ولا ما يمكن انه ينتج على اوسلو راه غير كيتشبت بالوهم وما غادي يطلع منه والو. هذا عموما شنو قال. شكرا دكتور ويحمان، كان الملخص تمام يعني في محله. دكتور كوين، سي فو غير اذا كاين مجال اون مارج بغيت نناقش يعقوب في هذه النقطه، مازال ربما غادي يزيد يديفلوبيها، ولكن بغيت نقول بانه كاين اون كومبوزونت ان نو با نيغليجي. ترجم انت بالفرنسي حسن مني لان مون فرونسي ني با اسي بون، مي دو توت لي مانيير اون بو كومونيكي. جو فو دير ا جاكوب كي y a une facteur. نعم تفضل. Ok. Alors, Dr. Cohen, récemment, Amnesty International a qualifié l'entité sioniste d'apartheid. Et vous aussi, oui, vous faites ce qualificatif. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. Ok. Très bien. L'apartheid, c'est que les citoyens, d'abord, il y a
il y a deux apartheids. Il y a l'apartheid vis-à-vis des citoyens arabes israéliens et l'apartheid vis-à-vis des Palestiniens qui vivent sous occupation. C'est-à-dire les citoyens arabes israéliens qui sont citoyens. En principe, ils devraient avoir tous les droits. Or, les Arabes israéliens subissent un apartheid et je vais vous donner quelques exemples. Israël est le seul pays au monde, probablement, qui a deux systèmes d'éducation séparés, de la crèche jusqu'au bac. C'est-à-dire un arabe, il y a un système juif d'éducation, les écoles primaires, les lycées, et il y a un système arabe. Et ils sont hermétiques, ça veut dire qu'on ne peut pas passer, un arabe ne peut pas étudier dans un lycée juif. Évidemment, un juif n'irait pas dans un lycée arabe. Or, on sait que le système arabe, il a 2 à 3 fois moins de budget. Donc, il est discriminé. Bon. Ça veut dire que les Arabes, déjà, reçoivent une éducation inférieure par rapport aux Juifs. Bon. Deuxièmement, les Juifs font le service militaire. Les Arabes ne font pas. Or, il y a un tas d'avantages qui sont donnés à ceux qui font le service militaire. Bon. On sait très bien que, vous savez qu'en 2018, Israël a adopté la loi de la nation du peuple juif. C'est-à-dire, Israël est reconnu comme un État juif qui accepte les minorités et leur accorde des droits de minoritaires. Or, cette loi dit par exemple que les localités juives qui se disent juives peuvent refuser de laisser un arabe habiter dans cette ville. C'est une réalité, ça. C'est-à-dire, imaginez qu'on puisse faire ça en Occident à des juifs. Ça veut dire que, vous savez, quand vous vous promenez en Israël, qui c'est qui distribue les terres, qui distribue l'eau? La terre, elle appartient à 99% au Keren Kayemet l'Israël. Ça veut dire le fonds foncier pour Israël. Or, quand vous vous baladez, moi je me suis baladé 10-15 fois en Israël, vous allez dans n'importe quel patelin juif, par exemple Yerouham où habite mon frère, dans la porte du désert, les rues ont 10 mètres de large. Il y a des arbres, il y a des jardins, etc. Maintenant, vous allez en Galilée et vous allez voir une masse de maisons, les unes sur les autres, sans équipement, sans piscine, sans jardin public, etc. Ce sont des villes arabes. Quand les villes arabes veulent avoir du terrain pour se développer, on leur dit il n'y a pas de terre pour vous, il n'y a pas de budget pour vous. Voilà la discrimination au jour le jour. Un arabe, il sait très bien s'il fait des études, mettons, d'informatique ou d'économie, etc., il a très peu de chances d'intégrer des institutions privées ou publiques importantes parce que c'est un arabe. Donc, il y a une discrimination de droit et une discrimination de fait. C'est-à-dire, on sait très bien que les Arabes, ils ne vont pas recevoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Vous savez qu'en Israël, il y a une très grande criminalité dans les villes arabes. Très grande. Parce qu'il y a des. Comment ça se fait? La police israélienne, les services de renseignement sont très connus pour leur efficacité. Eh bien, jusqu'à cette année ou l'année dernière, on a laissé les bandes, les mafias arabes israéliennes s'organiser. Il y a des assassinats par dizaines, il y a du trafic qui est très développé, et on dit que la police ferme les yeux parce que ça concerne les Arabes et bien qui se tuent entre eux. Ça n'intéresse pas la police. Donc c'est toute une société où il y a, vous savez,
un jour, j'avais fait une conférence sur les Arabes israéliens. J'avais parlé de l'invisibilité des Arabes israéliens. C'est-à-dire, en Israël, il y a 20 à 25% d'Arabes. D'accord? Vous vous baladez à Tel Aviv, vous vous baladez à Rishon LeZion, à Hedera. Vous ne voyez pas un seul Arabe. Vous regardez la télévision, vous n'avez pas l'impression que c'est un pays où il y a 20 à 25% d'Arabes. En France, il y a 7 à 8% d'immigrés, ça se voit partout. Eh bien, Israël a réussi ce truc extraordinaire de pousser les Arabes dans des coins, de les coincer et de les mettre là-bas et de les ignorer. Voilà. Alors maintenant, il y a l'apartheid du côté des Palestiniens. Des Arabes israéliens, les Arabes de Cisjordanie sont soumis à un régime militaire. Ça veut dire que quand ils font quelque chose, ils sont soumis à des tribunaux militaires. Quand leurs déplacements sont contrôlés par les militaires israéliens, même dans leur région. Ça veut dire s'ils veulent aller de Bethléem à Naplouse, ils passent par 1 ou 2 barrages, deux checkpoints. S'ils quittent la Cisjordanie pour aller quelque part étudier, ils auront peut-être du mal à revenir. Il y a des routes qui leur sont interdites en Cisjordanie. Il y a constamment des contrôles. Donc, Israël prend les meilleures terres à le contrôle sur l'eau, sur l'air. Et donc, c'est une population qui est, comment dire, c'est une population qui est soumise à une bureaucratie militaire et à une bureaucratie d'occupation. Donc, voilà à peu près, en résumé, le schéma de l'apartheid, et Amnesty a donné pas mal d'exemples sur cet apartheid-là. Ok, très bien. Merci, docteur. Docteur Rahman, مشيت الخيس. دكتور رحمن كتسمعني؟ دكتور رحمن ما كيسمعني شيء. نتمنى انه غادي تكون التغطيه عنده مزيانه. فبالنسبه للابارتايد او نظام الميز العنصري اللي كنعرفوه في جنوب افريقيا واللي كتمارسوا تقطع الصوت كثيرا وما سمعتش بزاف، ولكن اللي سمعته هو انا يعقوب تيهضر. كنسمعك انا كنسمعك. تفضل. انا كنسمعك. اوكي. لا كنسمعك. لا انا كنسمعك. انا كنسمعك. اكيد. انا كنسمعك. كتسمعني انت؟ كنسمعك مزيان. Vous m'entendez? Oui. Vous m'écoutez? Oui. إذا قلت بأن كان الصوت كيتقطع عندي وما سمعتش بعض ما قاله يعقوب، ولكن اللي سمعته هو أنه كيجاوب على السؤال اللي طرحه الأستاذ المعطاوي على الأبارتايد، وتيقول السؤال على أنه أمنيستي انترناسيونال قررت على أن ووصفت النظام الإسرائيلي على أنه نظام فصل عنصري في التقرير ديالها الأخير. ويعقوب تيأكد هذا الشيء وتيعطي عدد من المظاهر اللي كيتجلى فيها هذا الفصل العنصري، وتيعطي أمثلة كثيرة، وتيقول بأنه يعني مع أن هناك حوالي 25% يعني حوالي الربع ديال السكان ديال ما يسمى بإسرائيل من العرب أو ما يسمى بعرب إسرائيل، فإنهم يعني يعانون من الميز قياسا لنظرائهم من اليهود، وبالتالي فهناك ميز، ويتجلى ذلك في بزاف ديال الأمور سواء في الخدمات أو في التجهيزات. وأعطى مثال ديال الحي اللي ساكن فيه قوه، على أنه الشوارع كبيرة وأن هناك أشجار، وأنه في حين أن المناطق ديال العرب ما فيهاش هذه التجهيزات، ما فيهاش هذا الاهتمام، وما فيهاش المرافق الاجتماعيه للسيكتور بيبليك الى اخره، ما فيهاش. وانهم اللي كتدور مثلا في مدينه بحال تل ابيب او لا نتانيا او لا عطسيوم او لا كذا، ما كتشوفش حتى شي عربي، كانه ما كاينش العرب، ما كاين الا اليهود الى اخره. وفي الاعلام كذلك ما كيتشافوش العرب، وبالتالي كيبان
نظام الفصل العنصري. يقول مثلا بالنسبه للضفه الغربيه فهي خاضعه للنظام العسكري، وبالتالي ملي كيبغيو تيدوزوا على دي تشيك بوينت، على حواجز. مثلا اعطى مثال ديال نابلوس على انه باش دوز تما تدوز على جوج الحواجز، ويمكن يمشي الواحد يقرا من الطلبه وما ضامنش انه ممكن يرجع. وبالتالي فهذا نظام فصل عنصري واضح في عدد من المظاهر، غير اعطى امثله. اذا تعطات هذه الفوارق اللي كاينه في المجتمع اللي هي ميز عنصري اكيد. كذلك تكلم على الميز العنصري بالنسبه لليهود، كيستافدوا من الخدمه العسكريه اللي عندها امتيازات، والعرب الاسرائيليين ما كيستافدوش منها، اللي حتى لا يحملوا السلاح يوما ما ولا يستفيدوا من تلك الامتيازات. والميزانيه ديال تعريف المدارس الخاصه باليهود عاليه 3 المرات على الميزانيه اللي كاينه في المدارس اللي فيها عرب اسرائيل. وهذا اللي خلات امنيتي انترناسيونال توصف النظام الاسرائيلي بالنظام ديال الابارتايد. دونك هذه تكمله. نتمنوا ان الدكتور ويحمان تحل المشكل ديال التغطيه. حنا كنعرفوا التغطيه في المغرب اللي مقصوده تكون ضعيفه، واخا الناس كتخلص، لان كيزيدوا الحليب، كيزيدوا الماء في الحليب، يزيدوا حتى في انترنت. دونك هذه مسائل هذه مسائل معروفه. الله يستر. اذا شكرا دكتور ويحمان. Docteur Cohen, dans vos écrits, vous avez qualifié André Azoulay de portail ouvert pour l'incursion du sionisme au Maroc et vous l'avez traité de grand saillant. Oui. J'aimerais bien que nos auditrices et nos auditeurs entendent votre explication là-dessus. Alors, les Sayanim, il faut savoir que le Mossad, ça c'est une force. Quand des gens s'interrogent comment ça se fait que le Mossad est si fort, comment ça se fait que leur propagande israélienne est si dominante. Alors voilà, le Mossad dispose de 40 000 à 50 000 agents à travers le monde. Et ce n'est pas des petits agents, ce sont des gens qui occupent des postes très importants, des postes importants dans les universités, dans l'édition, dans les médias, à la télévision. Prenons par exemple les Américains. Il y a peut-être 5000 Sayanim à Los Angeles qui contrôlent l'industrie du cinéma, l'industrie de la chanson, l'industrie de la télévision. Quand vous avez 5000 Sayanim, ça veut dire, en hébreu, ce sont des gens qui aident. Ça veut dire que ce sont des juifs sionistes qui sont américains et qui ont accepté de collaborer avec le Mossad. Bon. Et donc, ces 5000 vont faire en sorte que le cinéma, que la télévision, que la musique soient au service d'Israël, faire des films, faire de la propagande anti-arabe. Maintenant, vous avez 5000 Sayanim à New York et 3000 peut-être à Washington, donc qui contrôlent les banques, les institutions financières, le Congrès. Et ces gens-là vont aider à pousser à la propagande israélienne. Et donc, pour moi, André Azoulay a été envoyé par le Mossad avec l'accord de Hassan II, évidemment, puisque Hassan II était un admirateur du Mossad. Donc, André Azoulay a été envoyé au Maroc au début des années 80 pour faire en sorte que le Maroc devienne le premier pays arabe à légitimer, à rendre Israël légitime, c'est-à-dire à humaniser les Israéliens, à humaniser le sionisme, à présenter un visage agréable du sionisme, un visage présentable. C'est-à-dire, moi je me souviens par exemple au Maroc, quand on envoyait Tzipi Livni, alors on disait oui, elle est pour la solution à 2 États. Mais quelle rigolade! Tzipi Livni, elle est aussi faucon que Netanyahou. C'était une responsable du Mossad. Mais on leur envoie des gens, soi-disant, qui sont des sionistes humanistes. Et donc, André Azoulay, son travail a été de préparer le terrain, par exemple au niveau de la musique. On a créé
un orchestre andalou israélien, les échanges sur le plan de la religion touristique, les pèlerinages, soi-disant, etc. Moussim Gnawa. Voilà, et il a préparé le terrain, à mon avis, il a certainement préparé le terrain de la normalisation en, vous savez, en faisant en sorte que de séduire ou de sensibiliser les Américains à la problématique du Maroc sur le Sahara occidental, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a obtenu probablement que Trump reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. Donc pour moi, c'est d'abord, André Azoulay est un ancien banquier, un responsable de banque. Et il a beaucoup de relations à New York, etc. Et donc son travail a consisté, avec beaucoup de succès d'ailleurs, on le voit maintenant, son travail a consisté, c'était sa mission à mon avis, de faire pénétrer, c'est-à-dire, voilà, vous savez, le sionisme, avant qu'il y ait la normalisation, le sionisme a pénétré au Maroc de façon subtile, de façon graduelle, à travers la musique, le rabbinat, etc., les pèlerinages. Et donc, on a rendu, en quelque sorte, comment dire, le sionisme, ou en tout cas un visage du sionisme plus acceptable. Voilà pour moi le rôle d'André Azoulay. اوكي اذا السؤال كان هو ان اندري ازولاي وصفه دكتور كوهين بانه هو البوابه المفتوحه باش يخترق الموساد المغرب، وكان هو واحد الصيون من الصيانين الكبار اللي يعني وجد هذا الشيء هذا، وتيقول بانه فعلا نجح في هذا العمل ديالو بحيث قدر يغلف الوجه القبيح ديال الموساد بواحد الطريقه زوينه من خلال اقامه مهرجان الموسيقى الاندلسيه الاسرائيليه، مهرجان قناوه، انه يوجد المغاربه عبر عشرات السنين باش يتقبلوا هذا الواقع هذا ديال الاختراق باش يوصل لهذه النتيجه. هو نجح في هذا الاساس، وهو كان بنكي يقبل، ربما كيستافد من الموقع ديالو، لان ربما كان عنده دور باش يقنع ترامب باش يدير ذاك الاعتراف الناقص في الدقيقه 90 من الرئاسه ديالو. بالتالي المغرب كيدفع الثمن ديال هذا الشيء كله من الاختراق ديال الصهاينه، اللي من بعد غادي تخلق واحد المشاكل للمجتمع المغربي في غنى عنها. للاسف الدكتور ويحمان مازال عنده واحد المجموعه ديال المشاكل. دكتور كوين، dans votre roman Le Printemps des Saillants, qui est apprécié d'ailleurs par la diaspora et les intellectuels marocains, vous avez dit beaucoup de choses. Et dans quelles circonstances vous avez été mis? Quelle était l'atmosphère qui vous a poussé à écrire le Printemps des Saillants? Et que voulez-vous dire par le Printemps des Saillants? Les Saillants, c'est quoi? Les Marocains ne connaissent pas les Saillants. Très bien. En 1959, le chef du Mossad, Meir Amit, s'est dit: on a des dizaines de milliers de juifs à travers le monde qui occupent des postes importants. Pourquoi ne pas leur demander de travailler pour nous? Mais un travail d'influence et d'information. C'est-à-dire, prenons la France par exemple. Vous avez beaucoup de journalistes qui sont juifs, qui travaillent dans tous les médias. Vous avez, par exemple, le marché publicitaire en France. Il est dominé par Publicis, qui contrôle 50% du marché publicitaire. Le Publicis est dirigé par des juifs sionistes. Avant, c'était Blanchet, et après, maintenant, c'est Maurice Lévy. Et donc, cette force, cette Publicis, peut très bien appuyer, appuyer les compagnies qui collaborent avec Israël, ou bien mettre des bâtons dans les roues à ceux qui par exemple, voilà, prenons Dieudonné. Il a fait un sketch un samedi, d'accord? Très bien. Eh bien, le mercredi suivant, il y a eu quelques coups de fil et il y a parce que dans le domaine du spectacle, les Juifs sont très bien représentés. Et donc, il a suffi de quelques coups de fil pour contacter la salle où Dieudonné devait se
représenter le mercredi suivant à Lyon. Et on lui a dit, voilà, il n'y a plus de salle pour vous. Et donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, eh ben, Dieudonné n'est plus grand-chose en France, alors qu'il aurait pu être un très grand metteur en scène, un grand acteur, un très grand humoriste, probablement le plus grand. Eh bien, grâce aux Sayanim qui sont représentés dans les médias, dans le gouvernement, dans le Parlement, etc., eh bien, on fait pousser la cause israélienne ou la cause juive dans le domaine sans que cela paraisse. Voilà. Les exemples sont multiples. Comme, par exemple, ils sont dans le milieu universitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, comment il s'appelle celui qui a écrit Indignez-vous, Stéphane Hessel. D'accord? Oui. Bon, Stéphane Hessel était un personnage intouchable. Eh bien, un jour, il a voulu organiser une manifestation au sein de l'école normale supérieure. Bien. Eh bien, les Sayanim ont trouvé des responsables à l'école normale supérieure et au ministère de l'Éducation pour dire on ne peut pas autoriser cette réunion parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Le mouvement sioniste n'est pas intervenu en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire, la différence. L'ambassade d'Israël n'a rien dit. Donc, mais c'est venu de Français, de Français qui disent eh bien voilà, on vous interdit ça. Et donc, les Sayanim, c'est ça le rôle, c'est-à-dire, ils sont à l'intérieur, ils sont des dizaines de milliers, encore une fois, ils sont et ils travaillent. Moi, ce qui m'a donné la puce à l'oreille, moi j'étais franc-maçon jusqu'en 2007, d'accord? Et en 2002, les sionistes avaient créé une loge, une loge qui s'appelle l'Étoile de la Paix au sein du Grand Orient de France. C'était une loge de juifs sionistes. Et à l'époque, je n'étais pas connu pour mes idées. Donc, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mon frère, on va créer une loge pour aider Israël. Ça veut dire faire de la propagande, organiser chaque année des voyages, etc. Et comme j'avais lu des livres sur les Sayanim, je faisais les liens entre ces actions de propagande et les Sayanim. Et le jour où j'ai quitté les francs-maçons, je me suis dit, ben, c'est le moment d'écrire un livre sur les Sayanim. Et je l'ai appelé Le Printemps des Sayanim. Imaginez, bon, bien sûr, on ne connaît pas tous les Sayanim parce que c'est secret, mais imaginez un Bernard-Henri Lévy, un Strauss-Kahn, des gens d'une influence extraordinaire. Mais il y a des gens qui ont des entreprises immobilières, qui ont des chaînes de télévision, etc. Mais tout ce pouvoir, regardez par exemple le film Exodus, qui a été fait en 1961. Il a formaté l'opinion publique occidentale pour au moins une génération, et le storytelling sioniste a été adopté par une génération d'Occidentaux. Eh bien, quand l'équipe était venue tourner en Israël, c'est Ben Gurion qui a reçu l'équipe du film à l'aéroport. Donc, enfin, tout ce travail-là, pourquoi la cause palestinienne ne passe pas? Par exemple, quand il y a le truc d'apartheid, pourquoi les médias n'en parlent pas? Parce que justement, les médias sont contrôlés à 80%, etc., par des Sayanim, et donc on fait en sorte que la critique ne passe pas beaucoup. Voilà, on fait juste un tout petit peu. Le travail des Sayanim se fait dans tous les domaines, voilà, pas seulement les médias, mais dans l'édition, par exemple, s'il y a des livres, comment elle s'appelle, Marion Sigaud, par exemple, elle a voulu publier un livre qui s'appelle de Kibbutz à l'Intifada. Elle avait signé, le livre était prêt, l'éditeur qui a dû subir des pressions, il a appelé une semaine avant, il lui a dit « Madame, votre livre ne sortira pas ». Voilà. Eh bien, imaginez cette toile d'araignée avec 40 000 à 50 000 agents très, très haut placés. Pour vous donner une idée,
le vice-président de la Réserve fédérale, il y a 15-20 ans. Le vice-président de la Réserve fédérale, qui était un juif, et il a été nommé président de la Banque d'Israël. Alors, imaginez ce type-là au service du Mossad. Les informations qu'il peut donner, c'est tout ce qu'il peut faire pour aider Israël. Voilà, donc imaginez cette toile d'araignée constituée de 40 000 à 50 000 personnes. Autre exemple, Spielberg, par exemple. Moi, j'ai lu ça dans les médias juifs. Un soir, il a organisé un cocktail, il a invité des amis, producteurs de cinéma, etc. Il a dit, on va aider Israël. OK, à la fin de la soirée, il a ramassé 31 millions de dollars et il a donné un chèque à l'ambassadeur d'Israël. Il a dit, voilà, 31 millions. Une soirée. Voilà. C'est ça, le travail de toile d'araignée qui contrôle, qui aide, etc. Merci, Dr. Cohen. Donc, Dr. Ouihman a des problèmes de connexion. Donc, بالنسبة للسيانين اللي كيتكلم عليها الدكتور كوهين في الكتاب ديالو لو برانتون دي سيانيم او ربيع السيانيم، هي واحد المجموعه اللي كتقدر بعشرات الالاف ما بين 40 و 50 الف ديال الناس اللي كتلقاهم في جميع الدول منخرطين في الجنسيات ديال ديك الدول المعنيه، بحال فرنسا كيكونوا فرنسيين، المانيا تيكونوا المان، امريكا كيكونوا امريكيين الى اخره، المغرب كيكونوا مغاربه، وهما عندهم نفوذ، عامه تيكون عندهم نفوذ كبير في واحد المناصب اللي هي كبيره بزاف. الدور ديالهم هو يجمعوا المساعدات لاسرائيل وانهم يبلوكيو اي عمل غادي يكون ضد اسرائيل. الا كان في السينما فكاينين ناس مهمين في القطاع السينمائي اللي كيحبسوه، الا كان في الادب والكتابه راه كتلقى دور النشر كاينين فيها كيحبسوه، كان في البنوك كان في شي حاجه. فهذا الدور ديالهم هو دور خطير جدا، واحد الخيس كبير للشيء اللي قالوا دكتور كوين. ولكن نخلي لكم انا المفاجاه باش تقراو في انترنت او تشريو الكتاب ديال لو برانتون دي سيانيم وتعرفوا هاد الناس هادو. مثلا نعطيكم واحد مساله سهله، مثلا غادي تكون واحد العمليه، مثلا عمليه غيديرها الموساد، فإلا وقع شي واحد من هذوك الناس تقاص ما غاديش يمشي للطبيب، علاش غادي يعرفوا شكون هو، ما خصوش يبان. دونك غادي يلقاو طبيب من السيانيم اللي غيداويه، غيلقاو البنكي من السيانيم اللي غيعطيه الفلوس، غادي يلقاو اللي يدبر ليه في الطريق، غادي يلقاو اي حاجه احتاجها كيقوموا بها السيانيم، تيبقى هو ما باينش الاثر ديالو والتدخلات ديالو. هي هذه فرنسا قال لك بلي ديودوني كان ممكن يكون هو اكبر فنان على المسرح، ولكن حيت متبني هذه الافكار هذه فمسحوه. واحد السيده كانت باغا تكتب كتاب وتعاقدت مع دار النشر باش غادي يخرج الكتاب ديالها، في اخر لحظه الو الله يهنيك غنخرج الكتاب ديالك. فهذه هي الخدمه ديال السيانين، وبهذه الطريقه كيشوف هو اللي اندري زولي واحد منهم واللي فعلا ناجح في هذا العمل هذا، وصل لواحد المستوى اللي هو خطير جدا. دونك غادي نبقاو في هذا الاتصال هذا في هذه الطريقه هذه. Docteur Cohen, que veut dire pour vous les noms et les termes suivants: sionisme, Maroc, Edmond Omran el-Maleh et Sarfati? C'est-à-dire que, bon, il faut reconnaître que la communauté juive marocaine, j'ai vécu ça, disons que, d'abord, la communauté juive marocaine a été éduquée grâce aux écoles de l'Alliance israélite universelle. Moi, sans les écoles de l'Alliance, j'aurais pas étudié. Parce que c'est pas la France qui allait s'occuper des indigènes juifs. Bon. Il aurait pris quelques fils de notables, mais c'est vrai que les écoles, il y avait des écoles partout quasiment, dans les années 50, des écoles gratuites, dans les mélas, qui acceptait tout le monde par milliers. Et donc, le problème avec ces écoles, c'est qu'on avait une éducation française. C'est-à-dire, on était formés comme si on était des petits Français. On ne nous apprenait pas, moi je ne savais rien de l'histoire du Maroc, la géographie du Maroc, les coutumes du Maroc. Tout ça, je l'ai appris après en retournant au Maroc. Mais le petit juif que j'étais qui allait à l'école, malheureusement, dans ces écoles-là, on avait une formation comme si on était en France. Et donc,
on n'avait pas, on n'avait pas une conscience politique suffisante pour comprendre le phénomène du protectorat, l'indépendance, etc. Et donc, si vous voulez, ajouter à cela la position du juif au Maroc dans les années 40, 50, c'est une prudence extrême. C'est-à-dire, il se disait, il ne faut pas se mêler. Voilà. Notre rôle n'est pas de participer à des combats. Je vous parle de la mentalité globale de la majorité des juifs. D'accord ? Maintenant, bien sûr, il y a eu des minorités. Ça veut dire des gens comme Abraham El-Maleh, Abraham Selfati, qui avaient une conscience politique développée, aiguë, et du courage, et qui ont fait en sorte qu'eux, ils sont engagés dans le combat politique pour l'indépendance et pour le combat social après. Voilà. Mais la majorité des Juifs, malheureusement, ils n'étaient pas, ni par leur formation intellectuelle, ni par leur situation, de gens qui n'avaient pas tous les droits, qui n'étaient pas des citoyens à part entière, ou qui ne se sentaient pas avoir tous ces droits. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai publié Les Noces du commissaire en 2000, il a été publié à Casablanca. Bon. Les Noces du commissaire, c'est mon premier roman. Il raconte comment. C'est ça aussi, c'est que l'Istiklal, et j'ai fait des vidéos là-dessus, l'Istiklal a joué un rôle néfaste sur, le départ des Juifs et sur le fait de pousser les Juifs à ne pas jouer un rôle important au Maroc. Voilà. Parce que l'Istiklal a joué, d'ailleurs, Abraham Selfati a écrit dans un livre cette phrase-là, le nationalisme marocain, ça veut dire les fascistes, avec les sionistes, ont participé ensemble au départ des Juifs du Maroc. Donc, si vous voulez, le Juif, dès l'indépendance, l'Istiklal a fait en sorte que le Juif soit considéré comme quelqu'un de suspect. Et donc, ça a poussé aussi pas mal de Juifs à partir. D'ailleurs, vous savez, dans les années 60-70, il y avait de très grands hommes d'affaires juifs. Et il y avait des industriels. Mais qui, vous savez, dans les notes du commissaire, je fais parler d'Idriss Basri, qui disait ils auraient pu devenir les Rockefeller du Maroc. Eh bien, les fascistes les ont empêchés. Et je raconte ça dans les notes du commissaire. C'est un roman. Comment les fascistes ont dépossédé les hommes d'affaires juifs. Ça veut dire qu'à partir des années 90, c'est fini, les Berdugo, les Toledano, les Ammar, etc. Ils n'avaient presque plus rien. Et alors, quand j'ai un cousin qui habite à Casablanca. Comment dire, la caricature du bon juif marocain qui ne veut pas avoir d'histoire. Bon, donc je lui ai dit, je viens de publier ce roman, et voilà, il parle de ça, et il me dit, Jacob, laisse les gens tranquilles. Nous, on a envie de vivre en paix, tranquille, on n'a pas envie de faire des histoires. Donc, si vous voulez, malheureusement, l'histoire a fait, et des circonstances ont fait, que les Juifs du Maroc, dans leur très grande majorité, ont été amenés soit à partir, soit à raser les murs en restant au Maroc. Ça veut dire on ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas. Et donc, et ça rend le combat de quelques-uns, comme Abraham Selfati, d'autant plus louable et d'autant plus extraordinaire ce n'est pas que les Juifs marocains, les autres, n'auraient pas voulu s'intégrer au Maroc. Ils n'étaient pas intégrés. C'est juste qu'ils avaient grandi. Moi, je l'ai vécu, ça, dans ma chair. Je sais de quoi je parle. Voilà. Et donc, nous avons grandi avec cette idée que nous n'avions pas le privilège de s'exprimer, de se battre, et
parce que c'est pas, nous n'avions pas ce droit-là. Voilà. Et donc, la majorité d'entre nous n'ont pas participé, ils ont attendu que ça se passe, les événements d'indépendance, et même après, c'est-à-dire très peu de Juifs ont participé à des partis politiques, aux combats politiques, etc. Et c'est d'autant plus louable pour ces quelques Juifs qui ont, disons, qui ont eu suffisamment de courage et de conscience pour se battre à leur façon pour une justice sociale, pour l'indépendance, etc. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Docteur Wahman, كتسمعني؟ دكتور ويحمان كتسمعني؟ اوكي. الوغ بالنسبه للملخص ديال الجواب كما جاء جمعنا فيه، عطيت واحد المجموعه ديال السميات وديال لي تيرم باش نخليو دكتور كوهين يتفاعل معها، فكان منها المغرب، كان منها صرفات الى اخره، فهو عطانا واحد الفكره هي ان المغرب كان عنده اليهود ديالو اللي هما مغاربه وليسوا صهيونيين، وكانوا رجال اعمال ناجحين، وكان ممكن ان المغرب يمشي بعيد معهم في واحد الاخوه ما بين المغاربه وما بين اليهود المغاربه، لكن للاسف جات ديك الحمله ديال تهجير اليهود من المغرب واللي ساهم فيها كثير الحزب الاستقلال وفواسا، اللي بغاو ديك الساعات ينحيو البرجوازيه اليهوديه اللي كانت نافعه المغرب ويهجروهم البلاد ويحتكروا هما السلطه والثروه. وكنعرفوا حزب الاستقلال باللي ادى المغرب حتى في الاستقلال ديالو اللي كان ما كاملش، كانت واحد المجموعه الامور اللي ما كانتش وساهموا في الوضعيه اللي احنا فيها. فاليهود المغاربه اللي بقاو اللي بحال كنسمعك، كتسمعوني نتوما؟ كنسمعك نتوما كتسمعوني؟ كاين غير ديكالاج. تفضل كمل، تفضل. واش كتسمعوني؟ كنسمعوك. واش كتسمعوني؟ اكيد كنسمعوك. كاين ان ديكالاج، يا ان ديكالاج. C'est malheureux au Maroc. Tout le monde se plaint, les gens ils se plaignent, ils payent la connexion, ils payent la recharge, mais ils n'ont pas le service contracté. Il n'y a pas, c'est malheureux. Les gens ils ont de Wi-Fi à la maison, les gens ils font des recharges payées et ils ne bénéficient pas du service. Donc c'est vraiment malheureux et ça se passe dans tous les pays arabes. Quand on veut museler, on peut museler par réduire le débit d'Internet, par créer des problèmes, par empêcher le développement de l'idée, le développement de la pensée. C'est quand même hallucinant toute cette histoire-là. Donc, نرجعوا لهاد سميتو كان حزب الاستقلال، الشيء اللي خلى حتى اليهود المغاربه اللي بقاو في المغرب يبقاو عايشين مع الحيط وكانهم ماشي مغاربه او ما عندهمش الحق انهم يشاركوا في الحياه المغربيه. هذه القضيه اللي داروها الناس اللي استفدوا من سميتو، اللي داروها الناس اللي استفدوا سابقا من تهجير اليهود وقبطوا فيها فلوس وعيدوا لنا دوك رجال الاعمال الى اخره، هما اللي غيفتحوا لنا الباب من بعد 60 سنه او 70 سنه للرجوع ديال الصهاينه اللي حنا ما كنعرفوهمش، ربما ما عندهمش علاقه اصلا بالمغرب. Ils n'ont aucun lien. Il y a des sionistes qui vont rentrer, qui sont en train de rentrer, de revenir au Maroc, qui ne sont pas les juifs marocains, qui n'ont rien à voir avec le Maroc. Et c'est là le danger. وهنا كاينه الخطوره اللي الناس ما باغاش يتفهمها، فاحنا كنحاولوا ما امكن نقربوا الناس من هذه القضيه. اذا دكتور كوين، en 2012 vous avez été victime d'une agression et vous avez même publié une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur français. Pouvez-vous nous parler de cet incident qui est si grave? C'est-à-dire, ça montre déjà une chose. Voilà la force des Sayanim. C'est-à-dire que on a fait en sorte en France que le lobby sioniste, ils se sont dans l'impunité totale. Ça veut dire il peut agresser un juif, et il peut agresser des arabes, mais il peut aussi agresser un juif qui tient des propos antisionistes, mais en toute impunité. C'est-à-dire que le ministère de la Justice, il sait très bien, il a d'ailleurs dit que il y a non-lieu, il n'y a pas, bon, il y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Et donc, alors que si quand un juif est seulement insulté ou, enfin,
comment dire, un petit peu agressé, c'est tous les médias qui se mettent à l'unisson. Attention, l'antisémitisme revient, et il y a une espèce d'hystérie qui saisit le pays tout entier, les médias, etc. Et donc, ça montre que l'emprise, cette affaire a montré l'emprise du lobby sioniste sur le ministère de l'Intérieur, sur le ministère de la Justice. Mais ça, c'est juste une illustration, malheureusement, d'un état de fait. C'est-à-dire que, voilà, en France, tous les citoyens sont égaux, mais il y a des citoyens plus égaux que d'autres. Et effectivement, les Juifs bénéficient de très, très grands privilèges. Enfin, les Juifs qui sont avec le pouvoir, évidemment. Pas des Juifs qui contestent l'hégémonie sioniste, etc. إذا شكرا ميرسي دكتور. دكتور كوهين في 2012 تعرض لواحد الاعتداء من طرف الصهاينة هنا في فرنسا لمعارضته الصهيونية والالتصاقه بوطنيته، فكتب رسالة مفتوحة لوزير العدل ووزير الداخلية آنذاك باش يقول لهم يعني هانتم أمام الأمر الواقع، فلا كنتو لا ناض شي حد عاير غير شي يهودي كتنوضوا هجوم صحفي، هجوم ديال المؤسسات كاملة، والحديث على معاداة السامية وكذا، فأنا يهودي وتم الاعتداء عليا، شنو غديروا في هذه القضية هذه؟ فتأكد أنه الصهيونية عندها واحد اليد، واحد القبضة على المؤسسات الفرنسية كذلك اللي هي خطيرة جدا. وأنا قلت لكم j'avais dit une fois, parce que moi j'habite aussi dans un quartier juif, ici à Paris, dans le coin où je suis, et je le dis en français pour réconforter un peu Dr Cohen, qui nous a fait l'honneur d'être là. Donc un jour, les enfants du voisinage, vous savez, il y a des fois des petits conflits entre enfants, et puis il y a eu un conflit entre les filles. Ma fille était avec la fille d'un voisin turc, et puis deux petites filles juives les ont un peu enquiquinées parce qu'ils se croient un petit peu au-dessus de tout le monde. Et puis il y a eu une chamaillade. Et puis ma fille qui était leur aînée de 2 ans, elle est venue, elle a essayé de régler le problème gentiment. Elle s'est fait insulter, elle a réagi. Les enfants ont été séparés à côté de l'école juive, à côté de la synagogue. Donc il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien. Ils sont tous des enfants de la République, ils sont toutes nés en France. Dans les heures qui ont suivi, un journal, une filiale du Parisien a sorti un article d'une bande de Marocaines agressant des filles juives et tout ça, et ça a pris des tournures qui sont complètement ahurissantes, hallucinantes, et les filles ont eu peur. À la fin, quand ils ont vu que le procureur de la République a remis l'enquête à la police judiciaire, et ils ont été obligés de me parler. Donc, quand ils m'ont parlé, je les ai écoutés. J'ai dit, écoutez, la chose la plus simple à faire, c'est de me parler, me dire la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Donc, ils m'ont dit ce qui s'est passé. Alors, je me suis présenté moi-même le soir même au commissariat. J'ai dit qui j'étais, et j'étais que je suis le papa des 2 filles, et voilà le voisin qui ramène sa fille. Donc, en permanence, n'étaient pas au courant. Ils ont appelé l'OPJ, qui leur a dit qu'on revienne demain. Ben, le lendemain, c'est passé une tournure hallucinante, durant laquelle j'ai été obligé de piéger la maman des 2 filles juives, qui était au-delà de tout le monde, qui a même insulté la police judiciaire et la police des mineurs. Et j'ai pris des enregistrements, et j'ai appelé mes amis juifs, dont le président des commerçants, donc il est Bourkhza. J'ai appelé un certain nombre de mes amis juifs qui me connaissent. Je dis, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment peut-on me traiter mes filles d'antisémites? Et c'est de là que la pression est venue. Et puis, ça a été un peu liquidé. On a passé 3 mois par la suite. Donc, moi, j'ai obligé la police à dire au procureur qu'ils ont été insultés par la maman, qui a dit à la police sous caméra devant témoins que les filles marocaines devaient être piquées, ça veut dire euthanasiées. Donc, j'ai été obligé de la piéger de cette manière-là pour avoir gain de cause. 3 mois après, le représentant du procureur convoque ma fille qui était à peine, qui finissait son adolescence, et pour lui dire, voilà, une sorte de petit rappel à la loi pour plier le dossier. Et là, le substitut du procureur, qui a reçu ma fille, j'étais présent parce qu'il était mineur, il lui dit, oui, ma fille, vous savez, il y a des règles, c'est ça, les règles de la République, machin.
Quand il a fini, moi, j'ai voulu mettre une piqûre. Je ne peux pas laisser passer. Et je lui dis, ma fille, monsieur le substitut, vous me laissez dire quelque chose à ma fille? Il m'a dit oui. Je lui dis, ma fille, regarde là. Je vais te dire un truc. Tu vois, quand il s'agit de faire monter la montagne et la mousse de l'antisémitisme, si ce monsieur qui est devant toi, qui est le substitut du procureur, si par malheur lui-même est accusé d'être antisémite, que Dieu lui vienne en aide. Et le substitut du procureur a soupiré de l'intérieur, il a fait, hélas ma fille, oui. Je lui dis, voilà, tu as appris la chose ma fille, alors on va classer l'affaire, on s'en va. Donc c'est une chose que tout le monde, c'est une leçon que tout le monde doit réellement prendre au très au sérieux. Parce que c'est une épée de Damoclès qui est posée sur tout le monde. Et moi, je le dis haut et fort, ça ne sert pas la communauté juive. Au contraire, ça attire la haine envers eux, et puis les temps changent. Et je ne souhaite pas qu'il y ait victime, que ce soit des juifs ou des musulmans ou des bouddhistes ou n'importe qui. Nous sommes tous des êtres humains et nous devons tous vivre dans la joie et la bonne humeur. Voilà l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que mon pays, le Maroc, est en train de vraiment en pâtir. Docteur Cohen, nous avons vu une photo de vous lors de votre soutien au docteur Weichmann au tribunal de El Rachidia. Oui. Et après l'audience, vous avez été ovationné, vous avez été honoré et vous avez été reçu au siège de Harakat Tawhid al-Islah al-Islamiyya, malgré que vous êtes de gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Écoutez, d'abord, je suis de gauche, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire, je le suis toujours, mais je crois que je suis arrivé à un point où peut-être l'histoire nous a menés à un point où cette distinction gauche-droite, elle n'est plus d'actualité. Parce que on a vu que finalement, en France en tout cas, les valeurs, la famille, la patrie, la solidarité, etc., sont des valeurs plutôt de droite maintenant, et la gauche, elle est fourvoyée dans... Enfin, bon, voilà, je ne vais pas entrer dans ce bon. Il se trouve que j'ai reçu l'invitation pour aller voir le monsieur. Je suis allé avec grand plaisir. D'abord, parce que je n'ai... comment dire, je ne fais pas de distinction, je ne dis pas, je n'ai pas envie de parler avec X ou Y parce qu'il est religieux ou parce qu'il est de droite ou parce qu'il est ceci ou parce qu'il est cela. Bon, premièrement. Deuxièmement, je trouve que l'erreur que probablement historique qu'ont fait certains pays arabes a été de négliger la dimension de la religion, de l'islam. Mais la dimension de l'islam en tant qu'identité d'un peuple pour résister à la pénétration étrangère, c'est-à-dire qu'une dimension pour comment dire, bâtir un État, une nation sur les bases de sa propre histoire, de ses propres traditions, de sa propre culture. Et je crois qu'un pays ou une société maghrébine ou arabe qui inclurait dans son programme ou dans sa formation ces valeurs-là qui viennent de l'islam, ce n'est pas nécessairement de la religion, mais c'est ce qui viennent de l'histoire, des coutumes. Eh bien, cette société-là se renforcera parce qu'elle pourra résister à la pénétration étrangère. Et donc, moi, j'ai une certaine sympathie pour... Je suis athée, bon, que les choses soient claires, mais par contre, j'ai une certaine sympathie pour les gens qui brandissent l'étendard de l'islam. Mais qui brandissent cet étendard dans un souci, comment dire, de retrouver un humanisme historique
une identité historique, des valeurs historiques. Parce qu'il n'y a rien de pire, à mon avis, surtout vu l'évolution du monde actuel. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour une société qui s'ouvre à l'Occident. Il n'y a rien de pire que de laisser rentrer tout ce que l'Occident déverse dans une espèce de délire où il n'y a plus il n'y a plus de critères, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de patrie. Je ne sais pas dans quelle direction on va nous mener. Ok, que l'Europe, que l'Occident aille dans cette direction, libre à lui. Enfin, c'est son destin, libre à lui. Mais je crois que pour les peuples maghrébins en tout cas, et les peuples arabes, intégrer une dimension identitaire forte, pour moi, c'est un gage de renforcement de la société face à l'impérialisme, disons, global, étranger. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça a été une excellente soirée. Enfin, j'ai passé, mais pour vous dire à quel point, je vais revenir sur un détail de cette rencontre. Imaginez que c'est quand même quelqu'un qui a été Premier ministre, qui dirige un parti politique. Eh bien, il m'a dit, bon, peut-être pour me pousser à dire, mais il me dit, Jacob, finalement, quand je demande aux Juifs, quand je demande à Berdugo, dis-moi, est-ce que vous, les Juifs, vous avez des problèmes au Maroc? Elle dit non, pas du tout, on n'a jamais eu de problème, etc. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi 99% sont partis? Et ça reste, moi quand je fais une conférence au Maroc, quand je discute, ça reste un point important parce que on dit les faits sont têtus. Eh bien, j'ai tenté de lui expliquer, mais c'était un peu compliqué enfin, un peu compliqué, c'est-à-dire, vous savez, au Maroc, dans une société maghrébine, on construit certains mythes. Voilà. Il y a un mythe qui dit que les Juifs et les musulmans ont vécu en symbiose. Attention, j'ai fait une vidéo où j'avais dit que les Juifs dans les pays musulmans ont vécu 1000 fois mieux que dans les pays chrétiens, sur 14 siècles. Donc, qu'on ne vienne pas me dire quoi que ce soit. Les Juifs dans les pays musulmans ont vécu 1000 fois mieux, ou ont été 1000 fois moins discriminés que dans les pays chrétiens. D'accord? Mais il y a eu des petites choses ici ou là qu'il ne fallait pas dissimuler. Et le drame d'une société marocaine, c'est quoi? Vous savez, Mohamed Al-Koun avait dit un jour, il y aura une révolution, une possibilité de révolution dans le monde arabe le jour où la parole sera libérée. Et le drame, c'est que la parole n'est pas libérée vraiment. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont gênantes, alors on préfère ne pas insister. Voilà. Et donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. En 1975, Hassan II avait fait un discours. Et il avait dit, les Juifs marocains sont des citoyens à part entière, ils ont toute leur place ici, et même ceux qui sont partis peuvent revenir quand ils veulent. Et tout le monde a applaudi, même les Juifs. Seulement les Juifs, ils ont applaudi en préparant leur départ. C'est-à-dire, on peut toujours parler, mais nous, on sait ce qu'on pense.
Et moi, j'avais dit alors une chose, c'est que si on avait été dans une société ouverte, le roi aurait nommé une commission, comme en Afrique du Sud, et il aurait dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Aux juifs et aux musulmans, dites ce que vous avez sur le cœur et on va essayer de les dépasser. Seulement, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, finalement, on fait comme si, oui, oui, tout le monde dit oui, oui, on vit très bien, il n'y a pas de problème, etc. Mais on continue à partir. Et moi, franchement, ce dîner que j'ai eu, enfin, le dîner, enfin, cette conversation que j'ai eue avec ce leader politique, a été probablement une des conversations les plus enrichissantes. Voilà. Parce que c'est au départ, même ceux qui ont vu des photos, ils se sont dit, mais enfin, ils ne comprenaient pas. Voilà. Ils ne comprenaient pas que moi, j'étais à côté, etc. Mais j'ai appris aussi une chose, c'est que peut-être avec l'âge, etc., qu'on peut très bien discuter. Il suffit qu'on veuille discuter avec sincérité, qu'on peut dire les choses pour faire avancer la chose. Donc, ça dépend de l'esprit dans lequel on fait ce genre de rencontre. Voilà. On n'a pas cherché, c'est pas une rencontre où on cherche à convaincre l'autre de quelque chose. Et lui, il voulait vraiment, enfin, je pense qu'il savait qui j'étais, il voulait entendre des choses, et je crois que quelque part aussi, ça l'interpellait. J'imagine que n'importe quel responsable historique, politique du Maroc, quand il pense à la perte que le Maroc a subie en laissant partir ses Juifs, qui aujourd'hui auraient pu être 1 million, 1,5 million, des Juifs qui ne demandaient qu'à travailler pour leur pays. Et je pense que quand on pense à ce problème-là, eh ben, on doit se dire, pourquoi ce gâchis, voilà. Et je crois que voilà, c'est ce que j'ai ressenti en discutant avec lui. C'est un peu, voilà, c'est quelqu'un qui avait voulu, et d'ailleurs il a été vraiment très très chaleureux. Enfin, en tout cas, il a été, oui, voilà, c'était une belle rencontre. Voilà. Tout à fait. Donc, دكتور كوهين جبناه من واحد الناحيه انه جا في بعد سنه معينه حضر المحاكمه في الرشيديه ديال الدكتور وايحمان وجا كيوقف معاه، ومن بعد الجلسه الناس فرحوا به وكرموه ولقيناه او شفناه في المقر او في المقر ديال الحركه ديال التوحيد والاصلاح الاسلاميه، وهو يساري. فاعطانا واحد النبذه على ان هذه القضيه هذه كتخلي الانسان يكون انسان قبل ما يكون مسلم او يكون يهودي، قبل ما تكون عنده توجهات سياسيه معينه يكون يساري او يكون يميني، هو باقي يساري. فيعني الناس كتلاقى على واحد المجموعه ديال المبادئ، واحد المجموعه ديال الاسس. باش نحاول نلخص لكم هذا الشيء هذا بواحد السرعه، بحيث انه كيعطي الصوره ديال ذاك المغرب المتكامل، المغرب المتزاحم، المغرب اللي فيه مكونات مختلفه، ولكن كيركز على واحد الحاجه اساسيه. تيقول لك المغرب او الدول العربيه او المغرب العربي، فالنهار اللي غيتشبتوا بالهويه ديالهم الصحيحه، باليدونتيتي ديالهم، وغادي يركزوا عليها، غادي تكون حياتهم احسن من اللي كان. وتيركز على حاجه، على ان اليهود عاشوا في الدول العربيه او في المغرب مثلا 1000 مره احسن من اللي عاشوه في الدول المسيحيه او الدول الغربيه، لان كان عندهم دي بيرسيكسيون وداك الشيء. فهذه كتكون خارجه على اطار الصهيونيه. اما اليوم الصهيونيه فهي ليست اليهوديه، فهي ايديولوجيا كيختلطوا فيها يهود بعض اليهود، وكيختلطوا فيها بعض المسيحيين، وكيختلطوا فيها بعض الناس اللي عندهم اجندات دوليه احتقاريه ترفعيه. فالانسان يرد البال لهذه القضيه هذه
باش ما نطولوش بزاف. اذا هنا غادي ندخلوا في واحد السؤال اللي هو مهم عندي بزاف. دكتور كوين، est-ce qu'on doit avoir peur en tant que Marocain que les sionistes qui aujourd'hui sont en train de faire les incursions à tous les niveaux de l'État marocain et des institutions marocaines, est-ce qu'on devrait avoir peur que ces gens-là puissent pousser à une guerre maroco-algérienne pour enfin faire leur dessein à eux d'incursion et de domination? Ben, le risque existe, le risque est grand, c'est-à-dire que le Maroc, le problème, c'est qu'on peut trouver, je comprends qu'un pays veuille se trouver un allié pour toutes sortes de choses, bon, sur le plan économique, sur le plan militaire, etc. Mais choisir un allié qui a montré depuis 100 ans, c'est-à-dire le sionisme. Le sionisme est par nature, dans son ADN. J'ai écrit un article qui est paru il y a quelques jours dans une revue suisse. Je vous l'enverrai d'ailleurs par... Bon. Okay. Il y a la version française et arabe qui a été traduite. Bon. Et je disais que le sionisme, dès son origine, ça veut dire dès le début du XXe siècle, quand ils sont arrivés en Palestine, ils sont arrivés avec l'idée qu'ils feront leur pays sans les Arabes. C'est-à-dire que dès le départ, ils étaient racistes. Ils avaient la supériorité ethnique sur l'indigène. Donc, si vous voulez, le sionisme, il s'est construit, entre autres, sur la haine de l'indigène arabe. Et ça, c'est, comment dire, ça, on le ressent en Israël. Vous avez un gamin de 4 ans, vous lui dites arabi, et il saute au plafond. Voilà, enfin, je veux dire, je n'ai même pas besoin de vous dire, vous savez, par exemple, un grand rabbin, comment dire, le plus grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Ovadia Yosef. Dans ses cours à la télévision, le samedi soir, il traitait les Arabes de cafards, etc. Enfin bon, je n'ai même pas envie d'entrer dans tous ces détails. Donc, le sionisme, il est par nature, par sa constitution, historiquement, il est contre toute forme de développement arabe. Il est contre les Arabes. Donc, pour le sionisme, le Maroc représente un jouet. C'est pas, comment dire, c'est pas un partenaire avec lequel on peut construire quelque chose. Non, c'est un partenaire qu'on va utiliser à ses propres desseins. Et quel est le dessein du sionisme dans le Maghreb? C'est de diviser, de créer l'anarchie, le fawda, de créer éventuellement de faire croire aux Marocains qu'ils pourraient éventuellement gagner une guerre contre l'Algérie parce qu'on peut les aider. On va leur donner, Israël passe pour avoir l'armée la plus efficace du monde, etc. Bon. Donc, on va leur donner cet esprit de conquête, de combat. Ils ont les armes les plus sophistiquées. On va les former à ceci, à cela. Et donc, les Marocains pourraient se dire finalement, on a les moyens, on peut tenter une aventure. Je ne sais pas si ça va arriver, mais il est certain, à mon avis, vu la visite du ministre de la Défense, vu la visite du chef d'état-major. Et donc, il est certain que des plans sont établis pour toutes sortes de confrontations. Il est certain que déjà existent des plans pour semer la zizanie au sein de l'Algérie. Ça veut dire pour créer des infiltrations, de la propagande, etc. Et donc, le régime marocain, probablement, il est séduit. Il se dit, j'ai des difficultés avec le Sahara occidental, il ne faut pas que je le perde. Je peux le faire reconnaître par l'Amérique, je peux me faire aider par l'armée la plus puissante, mais sauf que, malheureusement, d'abord,
sur le plan international aujourd'hui, l'axe américano-sioniste n'est pas, il a perdu, il est en train de perdre, l'Amérique est en train de perdre comment dire, de sa primauté. Ce n'est plus la plus grande puissance du monde. Aujourd'hui, il y a la Russie, la Chine, l'Inde qui émergent. L'Algérie veut faire partie des BRICS. Donc peut-être que le futur est de ce côté-là. S'allier avec les États-Unis et Israël, c'est peut-être un combat d'arrière-garde. C'est-à-dire que, est-ce que dans quelques années, ils seront là, toujours aussi puissants, toujours aussi déterminants? Bon, c'est pas sûr. Mais aussi, on sait que l'OTAN, regardez comment l'OTAN, il veut combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et Israël et l'Amérique feront la même chose avec les Marocains éventuellement. Ils combattront l'Algérie ou un autre puissant jusqu'au dernier des Marocains. C'est-à-dire que pour ces pays-là, comme l'Amérique et Israël, les États avec qui ils sont alliés ne comptent pas. Ils les méprisent. Quand on voit le comportement d'Israël depuis 100 ans, quand on voit le comportement de l'Amérique depuis 100 ans, on ne peut pas lier son destin, confier son destin à des pays pareils qui n'ont aucune morale, aucune éthique et qui sont prêts à toutes les aventures pour leurs intérêts. Et c'est ça qui, comment dire, qui est dangereux. C'est-à-dire que on s'est allié, le régime marocain s'est allié avec le diable. Voilà. Et le diable peut, tout à l'heure vous m'avez dit en off, avant de commencer, il y a certaines déclarations, c'est normal, il y a des gens qui se croient déjà, qui probablement, je suis sûr qu'il y a des militaires marocains ou des gens de la sécurité qui se disent, ah ouais, maintenant on est fort, là on peut y aller, hein, on va le rentrer dedans. Et malheureusement, je crains que si on développe cet esprit-là, et s'il y a une guerre, ben, je ne crois pas que le Maroc sortira gagnant parce que ni Israël ni l'Amérique ne prendront le risque de se mouiller trop. Et ça risque on risque de le payer très cher, malheureusement. Voilà. ميرسي دكتور كوين. دونك غادي نلخص لكم هذه المساله. انا سولته على الخطوره على بلادنا ان هاد التطبيع مع الصهاينه يقدر يخلي واحد هاد الصهاينه يخليو المغاربه او المسؤولين اللي كيتلذذوا بهذه العلاقه يحسوا باجنحه خارجه ويحسوا بانهم ولاو اقوياء وربما يتدفعوا لواحد الحرب اللي في نهايه المطاف ما غاديش اسرائيل تغرق فيها راسها الا وقعت وامريكا ما غاتغرقش راسها كما وقع في اوكرانيا. غادي يخليو اوكرانيا كتقاتل مع روسيا حتى لاخر جندي، يعني غيخليو المغاربه كذلك في هذه المحنه. بالتالي هذه القضيه خطيره، والمغاربه الا كانوا كيحلموا بان هادو راهم احلاف ديالهم حقيقيين فهم واهمون، لان كيبيعوا لهم الوهم، والا مشاو حتى تورطوا غادي تدفع الثمن غالي، لا من طرف المغاربه اللي غياكلوا العصا ولا من طرف اخواننا في الجزائر. هذه لعبه لابد ما يردوا لها البال وما يمشوش يتورطوا في شي حاجه اللي ما هياش، لان هذه مساله لعبه الامم، لعبه خطيره. هذه جيم اوف وور، يعني لعبه الحروب. ويقدر الموساد او الصهيونيين يورطوا المغرب باش يضعف، باش ياكل العصا، باش عاد يسيطروا عليه كيف ما بغاو هما، لان المغرب عنده خيرات وعنده كذا. فهذه مساله اللي هي مهمه جدا يرد لها الانسان البال ديالو. وهذا كلام الدكتور كوهين. فعندنا في المغرب كاين بعض المغاربه اللي هما ولاو صهاينه اكثر من الصهاينه وتيبغيو يقنعونا بشي حاجه اللي هي ما كايناش. فاليوم دكتور كوهين تيجاوب هاد الناس تيقول لهم اودي راه المساله ماشي بهاد السهوله هذه، ماشي كيف ما كتشوفوها. اذا هنا maintenant docteur Cohen, j'ai peut-être une idée une mouche qui me pique, peut-être que je suis un peu fou, mais si jamais les sionistes arrivent à créer cette guerre entre le Maroc et l'Algérie, est-ce que ça ne peut pas être par hasard un début de retour de la colonisation, vu que ces deux États vont être affaiblis à un tel point qu'ils ne pourront plus se lever, et surtout que sur l'échiquier international, aujourd'hui, il y a un besoin de ressources, il y a un besoin d'énergie, et les deux pays regorgent de ces énergies. À votre avis?
c'est un retour à la colonisation à l'ancienne me paraît presque impossible parce que ça se fait plus. C'est-à-dire l'exploitation des biens, l'exploitation indirecte. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut coloniser différemment. Voilà. On peut très bien contrôler un pays, regarder l'Ukraine, comment l'Amérique le contrôle, etc. Donc, on peut contrôler un pays. Moi, je pense, par exemple, que le Maroc, s'il a cédé comme ça à cette normalisation et à cette, à cette alliance stratégique avec le régime sioniste, c'est qu'il y a eu aussi une pénétration, ça veut dire une influence venue d'André Azoulay, venue de l'Amérique, etc., qui ont fait que le Maroc, peut-être, ou le régime marocain, n'a pas pu faire autrement. Peut-être qu'il s'est senti presque obligé. Il y a des tas de moyens de pression qui nous sont inconnus, à nous, simples citoyens, et qui s'exercent sur des pays. Et je crois que le Maroc est sensible, enfin, ça a pu jouer en tout cas, voilà. Il est certain que si. C'est très difficile de dire ce qui peut se passer. D'abord, il y a certainement des scénarios de guerre qui sont établis de part et d'autre, entre le Maroc, l'Algérie, Israël, etc. Toutes sortes de scénarios, même d'une guerre totale. Bon, maintenant, est-ce qu'on y va? Ça, c'est personne, à mon avis, enfin, c'est très difficile de savoir. Parce que parfois, ça dépend d'une étincelle, ça dépend d'une circonstance particulière, etc. Il faut espérer qu'il y a peut-être un minimum de raisons qui. Enfin, il faut espérer, voilà, parce que peut-être que les peuples sont tellement liés, les peuples marocains et algériens, je crois qu'ils n'accepteraient peut-être pas une guerre. Enfin bon, c'est difficile de spéculer sur ces choses-là. Mais il y a aussi une chose, c'est que l'Algérie est probablement un des derniers pays arabes qui, même si, enfin en tout cas qui tente de maintenir une politique indépendante, qui tente de maintenir une certaine solidarité, une certaine position sur la Palestine. Bon, même s'il ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, il tente, voilà. Et qui a des velléités d'indépendance, par exemple de s'allier avec les BRICS. Et donc, la tentation est grande pour l'Occident de donner une leçon, ou en tout cas peut-être de séparer une partie, ou de contrôler une partie des ressources, etc. C'est sûr que l'Algérie fait l'objet de convoitises. Et donc, on utilisera le Maroc pour arriver à ses fins. Mais là, on tombe dans le domaine vraiment des spéculations. Ce qui est sûr, enfin, en tout cas ce qui est établi, c'est que cette rivalité, si on continue à l'exacerber de part et d'autre, ça risque pour le malheur de tous, en tout cas des peuples maghrébins, parce que pas ceux qui tirent les ficelles. Ça risque d'être, de payer le prix élevé. En même temps, on peut se dire que on peut tabler sur une sagesse séculaire, millénaire de ces peuples qui ont vécu ensemble et qui ne tomberaient pas finalement dans cette extrémité. Je ne sais pas, voilà. Okay. Ça aussi, ça existe. On peut pas le nier. Enfin, on voit mal. Enfin, voilà. Très bien, docteur Cohen, je vous remercie infiniment. Donc, بالنسبة لهذا السؤال هذا اللي احنا كنتخوفوا منه، ممكن جدا باش ترجع الاستعمار بطريقه باش كان ما يمكنش، ولكن استغلال غادي يمكن يكون. بالنسبه لان المغرب يتدفع في شي حرب ولا شي حاجه، فهناك قراءات وهناك برامج كتحضر واجندات ديال الحرب كتحضر اللي كيحضرها الغرب مع اسرائيل مع الصهاينه، لان الجزائر غتمشي في البريكس. هنا كنتخوفوا القضيه هذه ما غاديش يقبلوها. كذلك كاينه خيرات اللي غيبغيو يستغلوها،
فيعني كيأكد دائما على ان الشعوب خاصها ترد البال، وخاص هذا الفيلم هذا ما يثيقوش فيه. دونك من هذه الناحيه غادي نعاود نديروا حلقه اخرى باش نشرح لكم مزيان هذه المسائل الا شي حاجه ما تفهماتش في هذا الحوار هذا. دكتور كوين، j'ai toujours eu mal à la tête quant à ce paradoxe-là, qu'ils ont essayé de faire croire aux Marocains que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara par le décret ou par le tweet de Trump, alors que Trump, on sait très bien, dans la politique américaine, il était dans les dernières secondes de son mandat. Et dans cette période-là, aucune décision souveraine ne peut être prise ni reconnue d'un président américain, surtout qu'il n'a pas été passé au Congrès. Et cela a été considéré au Maroc comme si c'était une vraie, véritable reconnaissance du Sahara, et se sont basés sur ce mensonge-là pour faire activer et accélérer la normalisation. De surcroît, Israël n'a jamais reconnu l'autorité du Maroc sur le Sahara jusqu'à aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer cette schizophrénie de paradoxe? Vous savez, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'espionne et le journaliste. Non, mais voilà, en 2008. Et j'ai imaginé une visite de parlementaires américains au Maroc, d'accord? Et il rencontre le chef de la CIA. Et il lui demande comment on va agir avec le Maroc? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et alors le chef de la CIA leur dit ceci: les Marocains, ils sont obnubilés par l'affaire du Sahara. Donc, caressez-les dans le sens du poil, dites-leur que vous comprenez etc., l'histoire et tout, mais ne prenez aucun engagement. Restez dans le flou. Vous aurez la sympathie des Marocains, mais vous ne vous engagez à rien. Et ça, c'est malheureusement, c'est-à-dire pour les Marocains, c'est une affaire très sensible. Enfin voilà. Et aussi, le roi a su en jouer. C'est-à-dire qu'il a suffi d'une déclaration de Trump pour faire croire aux Marocains que l'affaire est réglée. Or, l'affaire n'est pas réglée. C'est-à-dire que l'Amérique ne représente pas la communauté internationale. Je veux dire, il n'y a pas eu un vote à l'ONU. S'il y avait eu un vote à l'ONU, au Conseil de sécurité, etc., bon, là, on aurait pu dire que le Maroc a remporté une victoire diplomatique dans ce domaine. Mais voilà comment ça marche, c'est qu'on a surjoué une déclaration de Trump et on a fait croire que ça y est, on a tout gagné. Bon, c'est un peu, comment dire, vous savez, bon, quand tous les médias, bon, l'affaire du Sahara au Maroc, c'est quelque chose, c'est une affaire nationale. Voilà. Donc, vous savez que je me souviens, Abraham Serfati, vous savez, le roi disait, vous savez pourquoi je ne le libère pas? Parce que si je le libérais, à l'époque il était encore en prison, il disait si je le libérais, comme il n'est pas pour la marocanité du Sahara, j'ai peur pour sa sécurité. Donc je préfère le garder en prison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tel consensus que, je veux dire, pratiquement aucun n'ose aller à l'encontre de ce consensus. Et donc, c'est vraiment une affaire qui touche. Bon, voilà, on va pas revenir sur le fond, mais c'est un fait, voilà. Et donc, pour les Marocains, ça a été, et d'ailleurs, c'est ce qui a permis d'avaler la pilule de la normalisation. Enfin, voilà. Mais pour les Marocains, leur dire que ça y est, c'est réglé, puis quand vous avez tous les médias qui s'y mettent, tous les hommes politiques et tout, ben, c'est l'euphorie, et puis on veut y croire. Ok. Merci, Dr. Cohen. Alors, السؤال ديالي كان هو اشنو ظهر لك في هاد يعني في هاد السكيزوفرينيا اللي دوزوا لينا على اساس ان ترامب اعترف بالصحراء وبينوها لنا بحال انها واقع حقيقي،
بان راه صلات على النبي، راه الصحراء ولات مغربيه باعتراف امريكا، في الوقت اللي انا كنت نقول بان الرئيس الامريكي في القانون والسياسه الامريكيه في الدقيقه 90 من الموندا ديالو القرارات ديالو غير وارده، والا ما دازتش على البرلمان الكونغرس الامريكي وصدق عليها فهي لا تعتبر. وكذلك اسرائيل الى يومنا هذا تنقول لكم راه ما اعترفتش بالصحراء. دكتور كوين تاكد هذه القضيه هذه، فهو تيقول لك بان ديك الساعات خلقوا من هذه الكذبه هذه واحد الكذبه كبيره، وكانت الصحافه داخله فيها والسياسيين داخلوا فيها، وكل شيء كبر ديك الكذبه كما قال تشرشل. بلو لو مونسونج غران بلو اون y croit il va pas tomber. فالشعب امن بها ودوزوا له الكينه نتاع التطبيع، وصدق الشعب قابل للتطبيع، الاكثريه كل شيء المهم داز التطبيع بحال سميتو مبني على الكذوب، وهذه كذبه كبيره كيعيشها المغرب الى ما حتى نشوفوا العواقب ديالها فين كاينه. Merci beaucoup, docteur Cohen. Je vous ai retenu beaucoup, je m'en excuse, mais on peut pas, on va rester sur notre fin. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Maintenant, barakallahu fik. Maintenant, pour une dernière question, غادي تقولها بالدارجه، بغيتك تعطي ان كونساي للشعب المغربي والشعب الجزائري في هذه المرحله الحرجه dans ce contexte si délicat. Je veux que vous donniez un conseil aux Marocains et aux Algériens, mais بالدارجه comme vous voulez. في الأصل كلنا اخوان. هو الاستعمار هو اللي خلق المشاكل، les différences, les contestations. الاستعمار هو اللي دار les comment on appelle les frontières، الحدود. الاستعمار هو علاش هو كومون دير السياسه ديال الاستعمار هي اللي فرقات الفوضى. الاستعمار هو ماشي كومون دير الاستعمار كومون دير المشكل ديال الاستعمار هو ماشي لو ديفلوبمون دو بي، التنميه ماشي التنميه، ماشي التنميه والثقافه نو. الاستعمار par nature c'est d'exploiter, c'est d'humilier, c'est de diviser. C'est ça le problème. Il faut, moi je dis toujours, méfiez-vous des Européens, méfiez-vous des Français, méfiez-vous de l'Occident. Jamais il ne voudra votre bien. Voilà. Donc moi je dis aux Marocains et aux Algériens, au peuple, méfiez-vous de l'Amérique, de la France. Cherchez à vous entendre, parce que personne ne cherchera votre bien. Votre bien, c'est votre voisin. On est obligé de vivre ensemble. Bon, نتمنى باش يفهموا هذا. نتمناو دكتور كوين. شكرا لك، شكرا بزاف على هذه الحلقه الممتازه، بارك الله فيك. مازال ان شاء الله تكون عندنا دوتر اوكازيون باش نعاودوا نهضروا، لان احنا غادي نبقاو دائما مع الحقيقه، غادي نبقاو مع البناء ديال الانسان، مع الوعي، غنبقاو مع لا كونسيونس لو ريفي. اي il y a rien de mieux que ça. هذيك الارض اللي كانت قبل الاستعمار كانت كلها ارض مغاربيه، فيها الجزائريين، فيها الامازيغ، فيها المغاربه. فاش كنشوفوا الحكام ديال المغرب، فكانوا اللي كانوا من الجزائر حكموا في الدوله في المغرب، كانوا الناس من موريتانيا حكموا في المغرب، يعني كان خليط، كان كلهم بحال بحال، لا في المرابطين لا في الموحدين لا في المرينين لا في كذا. فما كانتش هذه الفوارق، احتاج الاستعمار لعنه الله. فنتمنى ان شاء الله نديروا شي عمل اخر باش نطلعوا الوعي عند المغاربه. فميرسي بوكو، شكرا لك، بارك الله فيك. دكتور ويحمان، كنعتذر ان كانت عندك تغطيه شويه ضعيفه، فتحياتي لكم. بقاو معايا في الكواليس سيداتي سادتي. كنتمنى نكون اوفيت معكم العهد اننا نديروا هذه الحلقه، ودرنا فعلا هذه الحلقه هذه. الدكتور كوين غادي يكون معنا في منصات اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Restez avec moi en coulisses, docteur.